notre cher ami Dorian en live. Bonsoir. Yes, super. Comment vas-tu? Très bien, et toi, Anthony? Très très bien. Bonsoir Cryptologique, du coup. Je sais pas combien vous êtes derrière l'équipe, etc., mais bonsoir. Ouais, super. Bah, en fait, on vient d'avoir un petit bug technique, donc déjà navré pour ça. C'était avec l'application d'OBS, donc, mais là on est reparti avec Melon App, donc il y aura normalement pas trop de problèmes. Tant qu'on reste dans le quart d'heure français, on est bon. Voilà, exact. Comment vas-tu? Plutôt pas mal, merci. Toi, de Super. même? Ouais, très très bien, super. Je me réjouis justement de pouvoir un tout petit peu discuter avec toi aujourd'hui, justement sur la plateforme donc de Huobi. On va prendre après un tout petit peu de temps, voilà, tu pourras après te présenter avec grand plaisir, voilà, de qui est Dorian, quel est un petit peu ton historique, qu'est-ce que tu fais dans le milieu de la crypto-monnaie et puis qu'est-ce que tu fais également peut-être chez Huobi directement. Et on va vite regarder, juste avoir une petite confirmation avant qu'on fasse des présentations juste du chat pour voir que tout se passe bien. Si le chat peut juste confirmer qu'on entend bien également Dorian et puis qu'il n'y a pas de bug sur le live, comme ça après on va pouvoir tout de suite partir en interview. Voilà, je t'attends des premières personnes. Il y avait Alex qui avait dit que c'était bon. De mon côté en tout cas, tout est bon. Voilà. Magnifique. Bah écoute, alors du coup, on peut commencer comme ça. Moi, je te propose qu'on commence voilà, avec une petite présentation du coup de toi-même et puis de qu'est-ce que tu fais chez UE également. Ok. Alors, donc moi c'est Dorian. Je suis étudiant doctoral à la base en économie. J'ai rencontré le monde des crypto-monnaies sur la vague de 2017. Hein. Il nous a tous fait beaucoup de mal, beaucoup de désillusions, beaucoup de hype, de FOMO. On découvre un peu tout ce monde-là, tous ces mots, et puis on subit toutes les pressions. Peut-être que c'est d'ailleurs la découverte des marchés financiers pour la plupart des jeunes de cette génération. Donc, suite à ça, je me suis beaucoup intéressé au milieu. J'ai rejoint Huobi en tant que community manager et business developer parce que la France est un nouveau marché pour eux, comme l'Europe d'ailleurs, la France dans l'Europe. Et du coup, Huobi, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, c'est un exchange centralisé, chinois à l'origine, mais qui a depuis pas mal voyagé et qui s'est beaucoup implanté dans tout le reste de l'Asie, en particulier dans d'autres pays proches comme la Corée du Sud et le Japon, qui ont déménagé pas mal d'infrastructures là-bas. C'est un exchange centralisé intéressant pour moi déjà à l'origine en tant qu'utilisateur, et c'est pour ça que je me suis rapproché d'eux aussi pour travailler pour eux. C'est pas forcément accessible en Europe, ils ont très peu communiqué sur le marché européen, donc je serais pas surpris que beaucoup de ceux qui nous écoutent en entendent parler pour la première fois, à vrai dire. Donc je vais pouvoir en résumer les caractéristiques, mais je pense que tu as des questions plus précises. Yes, exact. Je voulais déjà aussi te poser la question, est-ce que tu as eu l'opportunité de vivre un tout petit peu du coup sur le côté asiatique ou est-ce que tu es vraiment resté en France pour travailler pour Huobi? Alors pour le moment, je reste en France. Le plus à l'est où je suis allé vivre, c'était en Europe de l'Est. Ok, magnifique. Super, c'est déjà quelque chose. Et alors, je suis aussi assez d'accord avec toi sur le fait qu'il y a, je pense, beaucoup de personnes sur le côté européen, hein, que ce soit seulement peut-être également chez nous, chez Cryptologique, mais je pense aussi chez d'autres communautés. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont en tout cas déjà vu Huobi. Ils ont déjà vu ça soit sur CoinMarketCap, soit sur CoinGecko. Ils ont sûrement vu cette plateforme dans les top 5 en général quand même, depuis déjà peut-être 2017 même, je dirais, ou 2018 en tout cas, si on parle vraiment en tout cas en question de volume. Huobi était souvent dans le top en tout cas, mais très peu d'utilisateurs sur le côté européen. Alors après, je ne sais pas exactement pourquoi. Peut-être qu'ils n'en avaient pas spécialement besoin. Peut-être qu'il n'y a pas eu beaucoup de marketing non plus, peut-être de Huobi parce qu'ils avaient déjà leur clientèle chinoise. Mais en effet. Et aujourd'hui, est-ce que tu veux peut-être nous parler un tout petit peu de pourquoi est-ce que vous aimeriez maintenant vous intégrer un petit peu plus maintenant sur le côté européen? Quel est un petit peu le but sur de s'intégrer un petit peu chez nous? Chez nous, je dis. Ouais. Alors pourquoi Huobi s'intéresse au marché européen? Déjà, c'est vrai, ça fait très longtemps qu'ils sont là et ils auraient pu y aller depuis bien plus longtemps que ça. Huobi, c'est un exchange centralisé qui est là depuis 2013. Donc 2013, ça fait très longtemps. C'est l'un des plus vieux en fait, même avant Binance, tout ça. C'est un exchange qui n'a jamais été hacké, ça il faut le savoir. Donc c'est ce qui m'a aussi intéressé dans le côté exchange centralisé parce que c'est aussi ce qu'on recherche, une certaine sécurité. Et du coup, derrière, ils avaient leur marché asiatique
où ils se sont beaucoup développés, comme tu l'as dit, une liquidité très importante, toujours dans les top 3 jusqu'à récemment. Là, maintenant, on est plutôt dans les top 5, top 10, ça dépend des jours. Et bon, notamment du fait des derniers événements en Chine. Et que se passe-t-il du coup du fait de ces derniers événements? Justement, la part de l'Europe occidentale, du Nord et centrale, a explosé dans le volume total des transactions en crypto-monnaie. Alors, est-ce que c'est le signe d'une adoption? Peut-être qu'il est trop tôt pour le dire, surtout qu'il n'y a pas encore un cadre légal très précis à l'échelle européenne, tout est balbutiant. Mais en tout cas, pour les exchanges, cette zone devient vitale et il devient extrêmement important de s'y implanter. Donc, à ce niveau-là, et la France en particulier, fait figure de navire amiral. En termes de volume, si on exclut le Royaume-Uni, c'est la France qui est la plus grosse pourvoyeuse de volume sur les marchés, sur les transactions crypto-monnaies à l'échelle européenne. Ça, c'est fou, ça, quand même. Hein. C'est vrai qu'on a, alors, pour la majorité des personnes qui parlent sur le côté, voilà, le côté francophone mondial, à part peut-être les Québécois, que ce soit les Belges, que ce soit les Suisses ou autres, la majorité des gens qui regardent, c'est quand même en effet les Français déjà aussi. Hein. Donc, c'est là où il y a la plus grosse communauté, c'est là où il y a pas mal d'investisseurs. Après, est-ce que les Français, ils aiment aussi peut-être les jeux? C'est peut-être possible aussi. Donc, ça attire automatiquement beaucoup plus facilement aussi dans le milieu de la crypto-monnaie. On a un tout petit peu cet historique aussi, un petit peu du poker quand même. Pas mal de joueurs français aussi qui étaient assez forts ou bien qui ont en tout cas beaucoup joué. Donc, ils ont un petit peu cette habitude et puis ils viennent plus rapidement aussi dans le milieu de la crypto-monnaie. En tout cas, moi, j'en ai beaucoup connu. Et puis, il y a aussi le côté des jeux. Mais les jeux, c'est beaucoup plus international. Donc, mais en tout cas, c'est vrai que les Français sont assez implantés et je pense que c'est important vraiment de pouvoir être aussi maintenant sur le côté européen. Et pour le côté de la régulation, est-ce que il y a beaucoup de choses à faire pour UOB aujourd'hui pour pouvoir s'implanter en Europe ou est-ce qu'il y a déjà des sièges ou des choses comme ça? Alors pour le moment, tout est balbutiant très clairement. J'ai pas forcément l'autorisation de dire tout ce qui est en cours puisqu'il y a plein de process qui sont internes et on n'a pas le droit de les exposer comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, si UOB est là pour rester sur le long terme sur le marché européen, UOB sera compliant. Ça, c'est évident. Tout à fait, exactement. Parce qu'aujourd'hui, pour un Européen, par exemple un Français, est-ce qu'il a le droit de s'inscrire chez UOB, utiliser la plateforme en toute légalité? Tout à fait. Aujourd'hui, il n'y a aucune contre-indication. Ça, c'est totalement légal. Ça fait d'ailleurs partie des... comment est-ce qu'on appelle enfin, tant qu'il n'y a pas de contre-indication, tant que c'est pas interdit par la loi, c'est autorisé. On est encore sur cette approche-là. Tout à fait, exact. Et alors après, ça pourrait être aussi assez intéressant peut-être de discuter un tout petit peu de votre jeton parce que vous avez aussi un token chez UOB comme la majorité des plateformes centralisées, les plateformes d'échange, comme chez Binance, le BNB qui est très connu et puis qu'il y a tout un écosystème finalement centralisé quand même et derrière le BNB, hein, entre la Binance Smart Chain aujourd'hui aussi qui est sortie, qui reste un DEX, mais un DEX centralisé de mon point de vue plutôt aussi. Mais il y a beaucoup d'utilité là derrière aussi. Est-ce qu'aujourd'hui chez UOB, ce token, c'est déjà il est sorti en quelle année en fait, le HT? Alors le HT est sorti dans la vague derrière le BNB, quasiment en même temps. Je sais plus si c'est ça doit être en 2018. En 2018, ils l'ont sorti vraiment dans la vague du BNB dans le même temps quand Binance justement développait cette idée de chain autonome. De leur côté, UOB a fait la même chose. Et c'est là aussi, c'est un point intéressant de cet exchange, c'est-à-dire que c'est un environnement, un écosystème qui s'appelle la EcoChain, qui a au cœur de son fonctionnement le UOB token, qui sert pareil à payer les frais de gaz, qui est à la base un jeton ERC20. Le HT en lui-même est un jeton ERC20. Sur la EcoChain, il sert à payer les frais, il sert à stacker pour obtenir des airdrops de nouveaux jetons, il sert à beaucoup de choses, il est central dans l'écosystème, vraiment de la même façon dont fonctionnent nos concurrents principaux. Le point différent, je dirais, c'est que la Binance Smart Chain, elle a déjà explosé, tout le monde en parle, tout le monde la connaît, la EcoChain, elle est là, il y a des projets qui sont déjà connus, qui fonctionnent dessus, je pense par exemple à YFI, mais pour la plupart des projets, c'est des projets naissants qui n'ont pas encore été marketés sur le marché européen. Donc, il y a potentiellement des opportunités, par exemple, sur des DEX,
sur des projets qui arrivent à tirer de la liquidité, qui profitent de la liquidité qui est liée à Huobi aussi pour développer la EcoChain. Donc à ce niveau-là, il y a des opportunités. Après, il y a tout un autre versant du jeton. Le Huobi token, comme tous les tokens d'exchange, il a aussi une fonction sur la plateforme. Alors sur la plateforme, il va servir à baisser ses frais, tout bêtement. À partir du moment où on en stack un certain nombre, on en achète un certain nombre, on a des frais réduits. Alors je pourrais pas vous donner les pourcentages par cœur parce que ils changent en plus en fonction du nombre de Huobi tokens possédés par rapport à sa valeur totale de portefeuille. Mais donc il sert à ça, il sert également à donc le stacker pour les events, justement pour des airdrops organisés par Huobi, pour promouvoir des nouveaux projets. Il sert à voter également. Il a été créé dans toute cette vague qui a suivi des projets comme XTZ, exactement, où on avait cette idée de pouvoir utiliser les jetons comme un droit de vote. Donc Huobi Token a aussi été organisé de telle sorte qu'il sert à voter pour les prochains projets à être listés sur Huobi, etc. Et enfin, là où je dirais qu'il y a une approche qui est quand même assez responsable par rapport à la majorité des tokens d'exchange, c'est qu'il est beaucoup brûlé. Il est brûlé de façon intensive par Huobi. Depuis qu'il a été lancé, ils ont brûlé, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'on est à peu près à 300 millions de jetons brûlés. Brûlés sur une total supply de sur une supply de 500 millions. Ah, donc il y a eu plus de la moitié qui ont été brûlés. Tout à fait. Et en fait, en les brûlant, ils se servent de ces fonds pour garantir les fonds des investisseurs sur la plateforme. Ok, donc aujourd'hui en circulation, on a plus que 200 millions de total supply en fait. Alors, en circulation. Là, en ce moment, oui. Je ne sais pas si ils vont pas pouvoir le réaugmenter si jamais il y a une pression trop forte justement à l'achat parce que ils veulent. Voilà. Excuse-moi, vas-y. Il y a une gestion qui est plutôt, encore une fois, responsable. C'est là pour l'exchange pour le long terme. Ça sert à garantir des fonds des utilisateurs, ça sert à faire plein de choses sur l'exchange, dans l'écosystème, sur la chain qu'ils veulent promouvoir pour nourrir les projets qui sont sur la EcoChain. Donc forcément, ils veulent pas une volatilité extrême sur ce jeton. Tout à fait, ouais, exactement. Après, si c'est en effet un token sur lequel ils peuvent voter, tout peut toujours changer. C'est-à-dire que si demain ils veulent doubler la total supply et que les token holders sont d'accord avec ça, dépendant de ce qui va se passer avec le x2 avec ces tokens-là, qu'est-ce qui va se passer, tout peut être voté. Donc c'est ça qui est quand même magnifique en tant que token holder, c'est qu'on participe et puis on a vraiment une voix. C'est-à-dire que tout ce notre pensée et ce qu'on veut dire, en tout cas, a un certain impact réellement dans la votation. Et donc ça, c'est vrai que c'est super intéressant. On le voit de plus en plus sur les DAO aussi. Tu avais dit juste avant XTZ, donc je répète pour les personnes qui sont peut-être pas au courant de tous les noms par cœur, parce que tu connais bien les tokens et ça, c'est cool. Donc le XTZ, c'est le Tezos, tu me corriges si je dis une bêtise. Et on avait le YFI, c'est donc Year Finance également. Si je dis pas de bêtises. Alors c'est un protocole basé sur Yarn Finance l'original, mais YFII c'est voilà. un projet annexe qui se base sur le même code initial mais qui a été un peu modifié. Exactement, ouais, tout à fait. Et de ce que j'ai pu un tout petit peu entendre, c'est qu'il y a quand même un peu moins de scams, si on ose dire, que sur la Binance Smart Chain, parce que c'est malheureusement un cas, c'est qu'on a beaucoup de scams quand même un petit peu partout dans tout l'écosystème de la crypto-monnaie en général. Très difficile à éviter ça aussi en tant que plateforme centralisée quelque part. Surtout si on propose sur un marché plutôt de la décentralisation, donc on donne le droit à tout le monde de créer certaines choses, c'est difficile de gérer ça. Mais il y a quand même moins de scams de ce que j'ai entendu. Il y a moins de volume sur le total. Les scams ont moins intérêt à venir ici. C'est vrai. Pour le moment, on a vraiment des projets où les développeurs travaillent en plus, vu que c'est un jeton ERC20 à la base. Pour les développeurs sur Ethereum, c'est plus facile de venir, c'est assez facile de venir développer sur la EcoChain. Ok, magnifique. Alors, je vois qu'il y a déjà des questions sur le chat, c'est super cool. Alors après, on va pouvoir partir aussi sur peut-être quelques questions directement du chat. Mais avant qu'on parte peut-être là-dessus, juste encore une dernière chose sur le jeton. Est-ce que tu connais par cœur les frais qu'on économise sur Huobi en ayant ton token? Donc, puis si tu peux parler également juste des frais qu'on a sur la plateforme d'échange
Aujourd'hui, pour un achat en spot price, si on achète du spot trading, par exemple, je veux acheter du Bitcoin avec de l'US. Est-ce que vous avez votre propre stablecoin? Je peux me permettre. Oui, tout à fait. Ah, Et ça a été l'un des premiers lancés d'ailleurs, le HUSD, UOB qui est USD. très peu utilisé du coup chez nous. Hein, c'est Très fou, peu utilisé, tout à fait. Il est évidemment très présent sur UOB avec de nombreuses paires, mais pas forcément sur d'autres plateformes. Ok. Donc je reprends ta question par rapport aux frais. Du coup, les frais au spot price sont de 0,2, il me semble, pour quelqu'un qui n'aurait aucun UOB token. Okay. 0,2%. Derrière, ça baisse assez vite. Il faut dire que UOB a une politique en fait qui est plutôt orientée vers ceux qui font des échanges. Donc il y a même un système de cartes à points qui sont achetables directement ou qui s'obtiennent par bonus en faisant des échanges. Ces cartes à points permettent de réduire ces frais drastiquement. Par exemple, pour toute nouvelle inscription, là en ce moment, on peut économiser jusqu'à $170 de frais. Donc vous commencez à payer des frais en tant que nouvel utilisateur qu'à partir de $170 de frais, ce qui est quand même pas mal quand les frais sont à 0,2%. Exactement. Si on fait le calcul, ça représente 1%, ça fait 16 000, ça fait facilement à peu près, ça fait 80 000 $, 90 000 $ de volume avant qu'on commence en fait à payer des frais du coup sur la plateforme. Pas mal, ouais. Et donc derrière ça, il y a tout un... Alors comme j'ai dit, je peux pas donner les pourcentages exacts, ça, il faudrait que quelqu'un... Oui, après on pourrait regarder une fois aussi. Je pense que de toute façon on peut tout retrouver sur le site internet, tout est très bien indiqué, je suppose. Oui, tout à fait. Alors pour le moment, même honnêtement, hein, moi je suis français, je dis aux utilisateurs français, tous ceux qui sont anglophones, utilisez la version anglaise, c'est la plus claire pour le moment. La version francophone, on travaille dessus, elle est déjà disponible, elle fonctionne, il n'y a pas de problème, il y a toutes les options. Mais pour des gens qui sont habitués plus au vocabulaire, qui ont déjà toutes les habitudes, en fait, ça sert à rien de passer par la version française qui peut parfois utiliser des termes qu'on pas tout à fait juste. Exactement, qu'on n'a pas encore l'habitude de voir partout. Ok, ouais. Donc on est vraiment en fait au début de ce changement en fait pour UOB. C'est là où vous êtes en train de partir sur quelque chose d'assez grand quand même, parce que alors l'Europe, il n'y a pas que le français, il y a beaucoup d'autres langues également. Le français, je pense que c'est assez important parce qu'on a quand même beaucoup, donc comme en France, typiquement pas mal de traders aussi. Mais donc là, on est au tout début en fait de cette transition entre de UOB partir en Europe. Super intéressant. Et ok, alors après moi j'ai encore une petite question en rapport avec le stablecoin si j'ose, mais je me permets du coup de peut-être passer, si tu voulais plus rien rajouter, avec quelques petites questions également de la communauté. Si allons-y. La toute première, c'est ici de Ouranutang Rouge. Quelle serait la plus-value de passer de Binance ou FTX à UOB? Alors après, peut-être intéressant aussi de dire aussi peut-être qu'est-ce qui se passe avec FTX actuellement aussi. Qu'est-ce qui se passe avec FTX actuellement aussi? À part que c'est un autre exchange centralisé, moi personnellement, je suis pas trop au courant. Il y a eu un événement. Non, en fait, non, c'est juste que les utilisateurs d'FTX, ils ont aussi, en tout cas sur le côté asiatique, ils vont malheureusement pas plus pouvoir utiliser de ce que j'ai entendu. C'est juste. Ah oui, mais même les utilisateurs de Binance a officialisé le fait qu'il coupait tout à tout le monde. C'est là encore une fois où UOB, on voit, est un partenaire de long terme sérieux. Il n'y a aucun client chinois qui a été lésé. Tout est fait de manière très procédurale. Tous les Chinois, tous les utilisateurs chinois ont la possibilité de reprendre leurs jetons et de les envoyer vers les DEX, donc exchanges décentralisés. Et d'ailleurs, ce qui augmente la valeur des exchanges décentralisés de manière assez importante, et c'est tant mieux quelque part. Pour l'intérêt donc de passer de Binance à UOB, moi je vais être honnête, je suis du côté du UOB. Le premier intérêt, c'est la sécurité. La sécurité, pourquoi? Parce que on a tous plusieurs exchanges. Enfin, en tout cas, on devrait tous en avoir. C'est déjà un principe de base quand on est dans ce milieu. On aime contrôler son portefeuille, on aime avoir ses cold wallets, ses wallets physiques même parfois. Et c'est toujours bien. Mais même en ce qui s'agit des exchanges, il vaut mieux en utiliser plusieurs. Par habitude personnelle, moi je mets pas plus de 20% de mes avoirs, par exemple, sur une seule plateforme. Peu importe laquelle il s'agit. Même si c'est les meilleures liquidités, même si, etc.
c'est un principe personnel dans ce milieu. Honnêtement, on aime la décentralisation, on aime aussi la dilution des risques. Aussi, UOB, encore une fois, c'est l'un des exchanges centralisés les plus anciens et il n'a jamais été hacké. À ce jour, c'est le seul exchange qui existe depuis 2013 et qui n'a jamais été hacké. Il y en a qui sont là depuis plus récemment, qui n'ont pas été hackés non plus, mais depuis aussi longtemps, c'est le seul. Il faut bien mettre ça en avant. Hein. Je trouve que c'est quelque chose sur lequel c'est la preuve qu'ils ont beaucoup travaillé dessus et puis qu'ils ont en effet les développeurs et puis une équipe derrière qui est forte puis qui ont fait le nécessaire pour pas être hackés non plus. Parce que quand on voit le volume. Ouais, tout à fait. Alors, il y a aussi évidemment un volume qui est similaire à celui de Binance sur les plus grosses paires, donc ça c'est toujours pratique durant les phases où le marché s'affole, parce qu'on est toujours sur certains exchanges, on va être contraint. Sur les plus gros exchanges, à ce niveau-là, au moins on peut faire ce qu'on veut. Et enfin, il y a une variable non négligeable, c'est quand même qu'il y a plus de 170 jetons qui ne sont pas trouvables chez notre principal concurrent, par exemple, et qui sont sur UOB avec des paires avec une bonne liquidité, encore une fois. 160 plus de 170. Oh, ok, ça, je n'étais même pas au courant. Alors, je sais qu'il y avait beaucoup de personnes ici en Europe qui partaient typiquement chez KuCoin parce que justement, il y avait des altcoins qui n'y étaient pas sur Binance, même que Binance avait beaucoup déjà proposé. Bah, quand on est intéressé à certains tokens, aujourd'hui, et puis que malheureusement, bah, eux, ils n'ont pas les fonds pour pouvoir partir sur Binance, eh ben, ils vont sur les plus petites plateformes d'échange. Et donc, du coup, des fois, ils se permettent de pouvoir des fois moins payer, etc., pour pouvoir en effet aller dessus. Ok, donc il y a 3 points différents qui, en effet, sont... Alors, pour moi, de ce que tu as aussi pu répondre, je pense que la chose la plus importante, en effet, c'est de réussir à diversifier ses fonds. Et puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. C'est de pas... Et ça, c'est vraiment pour tout le monde. Hein, c'est peu importe, finalement, combien est-ce qu'on a dans la crypto-monnaie, si on commence à réellement investir, il faut diversifier au mieux possible et la diversification de risques est très, 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 très importante. Et quand on parle de plateforme d'échange centralisée, peu importe finalement qu'il n'a jamais été hacké ou autre, je pense que ce n'est jamais bien de tout avoir nos fonds sur une seule plateforme parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. On l'a vu sur des grandes plateformes, on ne sait pas ce qui peut encore arriver dans les prochaines années à venir. Donc, je pense que c'est un très bon point en effet déjà. Et on a vu là, pour tous ceux qui étaient à 100% sur OKEx, par exemple, durant les événements récents, les difficultés qu'a rencontré la plateforme, ils ont eu un peu peur, et à juste titre. Parce que, encore une fois, ce risque n'est pas inexistant. Tout à fait, exactement. Alors, ici, Shenko, il a un avantage niveau frais avec UOB. Alors, justement, il avait déjà expliqué en rapport avec les avantages. Donc, on part en général sur du 0,2% sur l'achat et la vente de tokens si on n'utilise pas leur utility token de acheter. Par contre, il y a un système progressif qui est assez intéressant, justement, aussi avec des points apparemment, sur lesquels c'est peut-être plus avantageux peut-être pour des personnes qui ont des plus gros fonds également. C'est plus vite intéressant, je suppose. Parce qu'il y avait aussi une question ici, c'était OK, et c'est quoi pour le déposit pour cette prérogative de la manière finalement que... est-ce qu'il faut beaucoup déposer d'argent pour avoir accès à la carte à points jusqu'à... c'est une carte à points. Pas de problème. Alors, c'est une carte à points qui débloque... en fait, en s'inscrivant, vous débloquez des points qui vont s'ajouter du coup en frais non payés, en bonus de frais offerts. Par exemple, remplir le KYC, c'est déjà 10 $ de gagné. Envoyer son premier deposit je crois que la limite c'est 100 USDT, c'est 20 $ de gagné, etc., etc. Ouvrir un compte trading marge ou ce genre de compte, c'est encore 20 $ de gagné. Magnifique, ok. Super. Ouais. Et donc, je rajouterais aussi que si on s'inscrit avec un lien de parrainage, on peut avoir jusqu'à 20% de ses frais automatiquement en remise. Ok, magnifique, super. Ouais. Et donc, cet argent qu'on peut gagner, c'est de l'argent qu'on peut réutiliser pour le trading. C'est pas de l'argent qu'on peut retirer de la plateforme, je suppose. On est d'accord. Tout à fait, oui. Exactement, ouais, comme la majorité des plateformes, hein, c'est tout à fait logique. Ok, super. Est-ce qu'on a ici encore pourrait-on avoir le nombre d'utilisateurs de cette plateforme? Ah, je suis désolé. Information confidentielle. Malheureusement, on peut pas. On peut faire nos propres recherches. Ça va, c'est honnête, c'est clair. Il y a quelqu'un qui dit qu'il faudrait mettre UOB en flamand.
pour les Belges et puis pour les Flamands. Oulé. Je vais faire remonter l'idée, je ne serai pas sur le projet. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup d'utilisateurs, s'il y aura beaucoup de personnes qui vont vraiment regarder. Salut Kutsambay. Quel volume journalier? Alors ça, on peut Alors, il retrouver me sur semble, on est aux alentours des 5 milliards en règle générale, il me semble. 5 milliards de dollars. Ok, magnifique. Et ça comprend toutes les paires ensemble. Il me semble. Ok, magnifique. Mais là, on était, en plus, on n'est pas dans une phase où il y a énormément de volume. Faut le préciser. C'est juste, tout à fait. Ouais, Bientôt, ça peut arriver, donc que ce soit vers la hausse ou vers le bas, vers le haut, vers le bas, il va avoir du volume. Donc, c'est là où justement, souvent pour les utilisateurs, c'est jamais simple, mais pour les plateformes d'échange, c'est toujours top. Peu importe la direction. Exactement. Yes. Alors, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup plus de questions, en tout cas pas pour l'instant. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a loupé, qui était important aussi peut-être de mettre en avant aujourd'hui chez UOB? Peut-être une question qui n'a peut-être pas non plus été posée, qui est importante justement de dire. Et si je pourrais peut-être poser la question, avant peut-être que je pose encore la dernière après pour les stables, c'est est-ce qu'on va pouvoir, où est-ce qu'on peut retrouver un petit peu le suivi, ou en tout cas les informations de ce qui va se passer pour UOB en rapport avec la régulation pour l'Europe et puis pour le côté francophone? Est-ce qu'on peut suivre ça quelque part? Alors, pour tout ce qui est information, communication du hobby officiel, il faut passer par le groupe Telegram officiel, dont on mettra le lien, à mon avis, plus tard, que ce soit sur un post Twitter ou en description de ce live. Et également sur le Twitter officiel. Twitter officiel qu'on a. Donc, c'est les deux, et page Facebook, etc. En règle générale, toutes les informations sont relayées sur les réseaux sociaux officiels du hobby pour les groupes francophones. Il faut toujours faire attention à ne pas tomber sur des groupes scam, ça existe malheureusement, et dès qu'on est sur un exchange avec beaucoup de volume, vous allez trouver des groupes scam. C'est pour ça qu'il faut mieux se fier à même des liens qu'on trouve sur le site officiel plutôt que des liens qui se baladent ou des mots-clés qu'on trouve un peu partout. Tout à fait d'accord, oui. Et donc, alors, il y a encore finalement une autre petite question si tu es encore assez motivé, mais ça c'est pour les réseaux anglophones, hein, donc tout ce qui est officiel, c'est tout en anglais. Et après, je pense qu'on va pouvoir peut-être partager. Tu as donc un Twitter aussi UOB France, donc sur lequel tu partages des choses directement en français de ce qui se passe sur le côté du hobby. Et par exemple, en ce qui s'agit des nouvelles sur, imaginons le côté légal, etc., tout ce qui ne pourra pas être compris par des francophones qui ne seraient pas anglophones sera bien évidemment partagé sur les réseaux francophones. Exact, ok, bah parfait, ça c'est magnifique. Il y avait une question ici, quel est le rôle de MDEX pour UOB? Alors, l'objectif étant d'en faire un exchange décentralisé navire amiral de la EcoChain, très clairement. Okay. De permettre de développer cet écosystème, de fournir la liquidité sur toutes les paires, etc. D'ailleurs, vu que c'est encore une fois un écosystème naissant, on peut voir que les taux d'intérêt pour ceux qui fournissent la liquidité sont beaucoup plus importants, beaucoup plus intéressants que dans les écosystèmes déjà plus établis. Tout simplement parce qu'il y a très peu de liquidité? Déjà par liquidité plus faible, en effet, c'est mécanique, mais aussi parce que il y a vraiment cette volonté du hobby de développer sa EcoChain. Okay. Donc il y a des primes à l'intérêt, on va dire. Ouais, je vois. Et donc UOB qui va pouvoir fournir la liquidité justement pour pouvoir faire du trading et faire les achats et les ventes entre ces paires-là directement. Ok, magnifique, c'est super. Il y a encore une petite dernière question ici. J'avais une petite question. Pourquoi il n'y a pas la possibilité d'une clé physique de FA type Yobico comme que les autres échanges pour la sécurité? Il y a une double authentification. Ça, il n'y a pas de problème. Alors là, je crois qu'il parle plutôt d'une. C'est vrai que typiquement chez Binance, ils en ont proposé une il n'y a pas si longtemps. Exactement, oui. Une clé physique. Alors, pour le moment, UOB a développé un portefeuille décentralisé. Un portefeuille, donc une application dédiée à ça, donc pour avoir de la même manière qu'un Trust Wallet, qu'un MetaMask, etc. Et pour le moment, il me semble pas avoir entendu parler de portefeuille physique encore, mais ça pourrait tout à fait être dans les tuyaux. Pour le moment, en tout cas, ils sont satisfaits du portefeuille décentralisé puisque c'est la base de la sécurité absolue pour tous les utilisateurs.
Tout à fait, exactement. Je sais que ça fonctionne plutôt pas bien, plutôt pas mal, pardon. Ça fonctionne plutôt pas mal les clés physiques, justement, que les plateformes d'échange proposent en général. Ça a bien fonctionné en tout cas pour certains, donc pourquoi pas aussi des fois à remonter des fois les idées plus haut. Ouais, c'est une information à garder. C'est une information à Super. garder, effectivement. Crypto Dingo qui dit ici, je valide, je me mets bien avec le MDEX. Super. Parfait. Alors du coup, moi, écoute, je vais vite du coup prendre quand même ton Twitter, donc UOB France. Je vous invite à toute la communauté, je vous invite à aller faire un petit tour pas seulement pour suivre également voilà le suivi de UOB et puis d'avoir un petit peu des informations directement tout mis en français par Dorian, mais ça permet aussi voilà, un tout petit peu de soutenir justement le début de ce développement francophone finalement quelque part, parce que ça fait pas si longtemps maintenant que vous êtes en train d'essayer de vous lancer là-dessus, donc de pouvoir donner des fois un petit coup de main avec juste un petit follow ou bien avec un petit like ou un retweet, ça fait toujours du bien. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-bas. Pour l'instant, j'ai partagé Pour l'instant, j'ai partagé le Telegram anglophone officiel et ton Twitter France. Est-ce que tu aimerais que je partage encore autre chose qui est vraiment important? Alors, par rapport au support, pour le moment, le support est typiquement sinophone et anglophone. Donc, il y a très peu ou pas du tout de support en francophone. C'est pour ça que c'est mieux aussi de partager le groupe Telegram francophone pour que quand il y a des problèmes pour les utilisateurs, ils peuvent venir nous voir. Nous, les administrateurs, on est là, on est disponible. Et on peut les aider soit à traduire leurs requêtes auprès du support, avoir en interne par rapport à leur numéro d'utilisateur, faire remonter leurs requêtes, savoir ce qu'il en est plus exactement, etc. Donc, Parfait, super. ouais. Alors, je partage ça à l'instant même aussi. J'ai un petit peu honte, tu viens de rejoindre seulement maintenant. Désolé. Je pensais que j'avais déjà rejoint le Telegram France, mais apparemment pas. Voilà, du coup, ça c'est fait. Je vous ai partagé ça également sur le chat. Alors, Dorian, est-ce que tu veux finir avec voilà, encore un petit mot à dire pour UOB, ou est-ce que tu penses qu'on a réussi à faire un petit tour? Naturellement, on a eu l'opportunité de discuter aussi un tout petit peu avant aussi ce live. Et comme je t'ai dit, pour moi, c'est toujours un plaisir de pouvoir t'accueillir aussi chez nous. Donc, si un jour tu penses et tu as l'impression qu'il y a besoin de partager quelque chose d'important sur UOB, et je sais que surtout sur le côté du DEX, ça va beaucoup intéresser en tout cas la communauté. C'est vrai qu'ils s'intéressent pas mal là-dessus. S'il y a quoi que ce soit, puis tu aimerais en tout cas revenir une fois, revenir partager quelque chose, en tout cas, tu es toujours la bienvenue chez Cryptologic. Merci beaucoup. Je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Je reviendrai juste sur cette idée en dernier pour bien l'imprimer. Il faut aller voir les exchanges. Beaucoup ont quelque chose à proposer, et même à l'époque des exchanges décentralisés, qu'on va naturellement préférer si on est dans les cryptos depuis un petit moment, comme toi ou moi. Même à cette époque-là, les exchanges centralisés continuent d'avoir leur intérêt, continuent d'avoir leur importance. Et il faut pas hésiter à à aller jeter un œil, voir un peu ce qui se passe, les écosystèmes qui se créent, c'est toujours intéressant. Je suis tout à fait d'accord, exactement. Super. En tout cas, ta curiosité aussi dans le milieu. Alors, c'est vrai que tu travailles pour UOB, ça ne veut pas dire que tu n'es pas intéressé à ce qui se passe à côté. Et je pense que c'est très important. Et ce serait un vrai plaisir qu'on puisse une fois discuter aussi voilà, de tout le reste de l'écosystème crypto-monnaie. Magnifique. Bah, écoute, Dorian, moi, je te souhaite alors une excellente soirée. Merci infiniment d'avoir partagé un tout petit peu ce côté de UOB. Et puis, bah, j'espère qu'on va pouvoir se retrouver un jour très rapidement. Merci à toi, Anthony. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Merci beaucoup.